Tu te rends compte, on est dans le seul pays au monde où tu as des chaînes comme Point B et Géladal qui copient les menus de McDo. Par exemple, Nabab à l'époque, notre chiffre d'affaires moyen, c'était 1 million. On sait tous que McDo, c'est pas vraiment un business de restauration, c'est un resto de... Quelqu'un qui a un bon restaurant et qui est tout le temps dedans peut gagner plus d'argent qu'une personne qui a 10 restos et qui opère des bureaux. Peut-on devenir riche dans la restauration? Pour répondre à cette question, quand j'étais étudiant, je travaillais dans des kebabs. Je voyais les patrons mettre l'argent dans des sacs poubelles. Faire attention à chaque tomate, à chaque frite, à chaque bout de viande. La restauration, c'est de l'esclavage, hein. Je t'arrête 30 secondes. Je suis Rassem Flazi, je suis fondateur de Legal Place. Aujourd'hui, c'est l'outil le plus utilisé et le moyen le plus simple pour créer une société en France. Un entrepreneur sur 10 crée sa boîte sur Legal Place. Si tu veux créer ta boîte, je t'ai mis un lien en dessous avec un code promo pour avoir une réduction. Hello Hakim. Salut Rassem. Ça fait plaisir de te recevoir. Pareillement. Je te présente rapidement à notre audience. Donc, tu as été un des pionniers en France dans la franchise food, notamment dans la street food. Tu as lancé Nebab Kebab que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui, que tu as revendu après, qui est monté à plus de 130 restaurants. 130 points de vente, 130 restaurants. Je suis ravi de te recevoir parce qu'il y a énormément de l'audience qui rêve d'être dans la restauration. On va traiter de... Est-ce qu'on peut devenir riche dans la restauration? C'est une grande question. Comment lancer ou combien ça coûte de lancer une franchise? Est-ce qu'il faut être franchisé ou franchiseur? Les gens se posent beaucoup cette question parce qu'ils ne savent pas les coûts de chacune et combien ils peuvent espérer gagner dans chacune. Et en fait, moi, je dis souvent que c'est une des seules manières de devenir riche, c'est soit construire une chaîne, soit être dans la tech parce que c'est très scalable. Et une chaîne, ça peut être une chaîne en propre ou une chaîne franchisée. Et c'est vrai que moi, je couvre beaucoup plus la tech parce que c'est ma spécialité. Mais aujourd'hui, on a un spécialiste dans le domaine de la chaîne. Donc, très cool de pouvoir discuter de ça. On va aussi couvrir, parce que tu connais très bien les chaînes de type Quick, McDo, Burger King, on va couvrir les coups de maître de ces chaînes en France, notamment les françaises, les Paul et compagnie. Et qu'est-ce qui leur a permis à certains de réussir? Parce que, en plus d'avoir fondé Nebab, tu connais aussi très bien la reprise de chaînes. Et donc, c'est des chaînes que tu as bien étudiées. Donc, notre audience va profiter de ça. Est-ce que tu peux, parce que je sais aussi que tu prépares une formation dans la franchise. Exactement. Donc aujourd'hui, on est chanceux parce qu'on va avoir pas mal de réponses chiffrées dans ce domaine-là. Mais pour ceux qui veulent l'approfondir, on dira après qu'il y a toute une formation qui se prépare, qui n'est pas encore lancée, mais qui va beaucoup plus en détail. Aujourd'hui, on va couvrir ça dans une quarantaine de minutes. Mais pour ceux qui veulent approfondir, tu prépares un truc où tout ce que tu as pu apprendre, tu vas pouvoir le mettre. Mais, un grand merci pour l'invitation. Si tu veux, moi je dis toujours dans la restauration, c'est l'euro gagné le plus difficile. Oui. C'est un métier de passion. Parce que tu vas faire beaucoup d'heures pour pas forcément devenir très riche, ou alors il faut développer une franchise nationale, voire internationale. Oui. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail pour une profitabilité qui n'est pas forcément énorme. Si tu veux, peut-on devenir riche dans la restauration? Pour répondre à cette question, il y a deux cas de figure. Tu vas être par exemple restaurateur, tu as un snack ou tu es franchisé, d'accord? Là, l'investissement, ça dépend. Si tu fais un petit restaurant indépendant, ça va peut-être coûter 100 000 euros. Si tu veux un emplacement premium, parce que sans l'emplacement, ça fonctionne plus difficilement, tu vas peut-être être à 250 000 euros. Et si tu veux être franchisé, aujourd'hui, la plupart des franchises street food, tu peux avoir ton restaurant pour 2 à 300 000 euros. Donc ça, si tu veux avoir ton resto, tu es seul, tu ne veux pas créer une chaîne. Et quand tu dis que c'est un métier de passion, je reviens sur ça, ça veut dire que ceux qui lancent ça doivent un minimum être passionnés par la food, parce que sinon, c'est trop dur par rapport à ce que ça te permet de gagner, quoi. Bien sûr, tu dois être passionné, tu dois aimer les gens pour faire ce métier. Parce que c'est un métier d'accueil, c'est un métier de service, c'est un métier de restauration. Donc, il faut aimer ce qu'on fait à manger, il faut surtout aimer accueillir les gens. Est-ce que ceux qui lancent une chaîne, c'est des mecs passionnés vraiment par la food? Alors, je dirais que oui, ceux qui lancent une chaîne, ils peuvent être passionnés, mais c'est plus un métier de finance, de bureau. C'est autre chose. Quand tu ouvres ton restaurant, tu vas investir, allez, par exemple, un apport de 100 000. La banque, si tu passes par un financement, te prête 200. Tu as ouvert ton resto à 300 000. Tu vas faire un chiffre d'affaires moyen. Généralement, dans la street food, le chiffre d'affaires moyen, c'est 900 000, 1 million d'euros. Oui. Sur lequel tu peux espérer dégager, si c'est bien géré, 20%, entre 15 et 20% de rentabilité. D'accord ? Et ça, tu te payes. Donc, tu te payes et ensuite, tu as 20% de rentabilité? Voilà, la moyenne, à peu près, c'est ça. Quand c'est bien géré, tu te payes... Ça, c'est une bonne marge. Voilà, c'est une bonne marge. C'est quand tout est... Voilà, c'est au cordeau. Et tu as un salaire de 2 000 euros par mois. Hein. Ce n'est pas des salaires énormes. Mais après, tu vas aller chercher, avec ce type d'affaires, 150, 200 000 euros. Après impôt, il va peut-être te rester 100 000. Donc, pour expliquer à l'audience, quand on dit que ça coûte 100 000 euros d'investissement, 150 000, selon l'emplacement... pour générer un chiffre d'affaires de 900 000. Et ensuite, la marge, c'est quand on a retranché le loyer. Exactement. Les salariés, parce qu'il y en a plusieurs.
En fait, généralement, alors, quand tu mets 100 000, tu vas emprunter 200 000. Donc, l'investissement moyen, c'est 300 000, à peu près. Donc, tu as une dette de 200. Tu as une dette de 200 à la banque. Okay. Ensuite, si tu fais 1 million de chiffre d'affaires, on va prendre 1 million parce pour que simplifier. Pour simplifier. Généralement, la marchandise, c'est 30%, ce qu'on appelle le food cost, 30%. Oui. Le labor cost, la masse salariale, c'est à peu près également 30%. Oui. D'accord. Oui. On a à peu près un salarié tous les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Oui. D'accord. Ok. Et un salarié ensuite, qui est payé un peu plus que le SMIC. Un peu plus, voilà. Ouais. Le manager, généralement, dans ce type d'activité, est payé 2 000 euros net et après, les salariés Oui. sont au SMIC. Hein. Ok. Ensuite, tu as donc le loyer, le rent cost, etc. et toutes les charges variables. Et il te reste... Le rent, c'est le loyer. Exactement. Ouais. Il te reste en moyenne un EBITDA entre 10 et 20%. EBITDA, c'est un peu c'est le résultat net qui reste à la fin quand tu as payé la matière loyers. première, le Exactement. loyer, les salariés. Oui. Tu as les BITDAR et les BITDA. Donc après, ça dépend si tu dégraisses le loyer, etc. Oui, c'est pas un niveau de détail pour les gens, mais en tout cas, résultat net, on parle de 15%, donc on est en train de dire 150 000, oui. Sachant que tu as ta dette à payer, donc tu vas utiliser les 150 pour commencer à payer ta dette des 200. Oui. Sur plusieurs années, tu vas l'étaler. 7 ans en général. 7 ans en général, ok. Et ce qui te reste vraiment, c'est ce que tu peux après sortir en dividendes et tu payes les impôts dessus, etc. Donc... Et après, comment tu valorises? Donc là, dans le meilleur des mondes, ça fonctionne. D'accord, ça fonctionne et tu fais ton chiffre d'affaires. Si ça fonctionne, mais il y a moins de risques dans la restauration ou il y a des cas où tu fais pas du tout les 900 parce que tu as choisi le mauvais emplacement? Il y a un restaurant sur 3 en France qui ferme au bout de 3 ans. Hein. Oui, ça tourne énormément les restos. C'est énorme. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir dans sa rue, voilà, le nombre de restos qu'on a connus depuis 4-5 ans qui n'existent plus. Il y en a tout le temps. Mais est-ce que ça ferme parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans leurs coûts ou est-ce que ça ferme parce que c'est trop dur par rapport à chaque euro que tu gagnes? Deux cas de figure. Soit un manque de clients. La première chose, c'est un manque de clients. Tu n'as pas assez de clientèle pour absorber tes charges fixes. Ou alors, tu ne respectes pas les indicateurs de gestion. Moi, j'ai vu plein de restaurants fermés qui fonctionnaient, qui faisaient un gros chiffre d'affaires, mais ils ne respectaient pas le food cost et le labor cost. Trop de salariés. Ils ne rentraient pas dans les 30% que tu dis. Exactement. C'est-à-dire que la matière première pouvait leur coûter 40%, par exemple, ou les salariés, ils en avaient trop par rapport à... Exactement. Ils ne respectaient pas les indicateurs de gestion. Et toi, ce que tu appelles les indicateurs de gestion, c'est ratio, par exemple, un indicateur, c'est combien... un mec qui gère bien, il gère tous les mois et il regarde combien le coût de la matière première représente par rapport à son chiffre d'affaires. Ce qu'on appelle le PNL. Ouais. Il a son PNL. Et donc, il pilote ça, il regarde tout le temps ça, alors qu'il y a des restaurateurs qui ne regardent pas du tout, j'imagine, et qui font ça au feeling un peu. Exactement. Ils n'ont pas un indicateur sur un tableau comme ça qu'ils regardent tous les mois. Quoi. Exactement. Et sinon, il y a aussi la raison de fermeture qui est qu'il y a tout le temps des restos nouveaux qui ouvrent avec de nouveaux concepts. Aujourd'hui, il y a une forte concurrence. Tu sais, à l'époque, quand j'y allais à l'époque, il y a 20 ans, c'était toujours les mêmes chaînes qui étaient assises depuis 30, 40 ans qui étaient là. Aujourd'hui, tu as tous les jours des nouvelles enseignes qui débarquent. Oui. Tu as une forte concurrence. Et les gens partent parce que c'est à la mode maintenant de manger des Pokéballs. Donc, si tu n'es pas dans les Pokéballs, tu es... La clientèle actuelle est beaucoup moins fidèle que celle d'il y a 20 ans. Elle veut du changement. Ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Ah ouais. Ils veulent du changement, des nouvelles chaînes en permanence. Donc, la bataille est plus féroce aujourd'hui. Oui. Et une question que je me pose, c'est le quick food ou la street food versus un vrai resto à l'ancienne. Ouais. C'est quoi l'intérêt pour quelqu'un d'ouvrir quelque chose dans la restauration rapide en fait? La restauration traditionnelle est en perte de vitesse depuis pas mal d'années déjà sur le territoire français. Okay. Le fast-food prend de plus en plus de place. Ouais. Aujourd'hui, les gens ont de moins en moins de temps pour déjeuner. Ça vient du temps pour déjeuner. À l'époque, il y avait 1h15. On arrive à 20 minutes. Les gens prenaient du vin à midi. Exactement. Ça se fait de moins en moins. Ouais. Et il y a des études qui disent qu'on va arriver à 12 minutes d'ici 3 ans. Donc les gens vont manger... Du temps pour déjeuner. Pour déjeuner. Les gens mangent sur le pouce. Ouais. Et donc, ils ne peuvent plus s'attabler. Okay. Et on va de plus en plus vers le street food. Ok, donc si j'ouvre mon propre resto, dans la restauration rapide par exemple, un des conseils c'est il faut piloter certains indicateurs de performance pour ne jamais déraper. Bien sûr, la première chose c'est un emplacement stratégique. L'emplacement, oui. Tu sais, dans le business... C'est la moitié du... Voilà, dans le business, avant de gagner de l'argent, il faut éviter d'en perdre. Et moi je dis toujours, dans la restauration, quand tu as un emplacement stratégique, même si ça ne fonctionne pas comme tu veux, tu as plus de chances de le revendre. C'est vrai. Donc tu perds moins à la fin. Tu perds moins, c'est ça le plus important. Et ensuite, être un casseur de coûts. Il faut limiter les coûts, faire attention à chaque tomate, à chaque frite, à chaque bout de viande. C'est ça, le respect des indicateurs. Et minimiser le personnel au maximum. Ouais. Donc il faut être dedans. C'est un métier d'opérateur. Il faut quand même être dedans. Quelqu'un qui a un bon restaurant et qui est tout le temps dedans peut gagner plus d'argent qu'une personne qui a 10 restos et qui opère des bureaux. Il faut le savoir. Oui, si tu n'es pas sur le terrain, voilà.
il y a beaucoup plus de chances que tu perdes de l'argent et de la marge pour toi. Exactement. Donc ça, mais ça veut dire aussi que ton rythme de vie, c'est être présent tous les jours sur le terrain. Oui, la restauration, c'est de l'esclavage. Hein. Tu remplaces des mecs qui sont pas là parce que dernière minute, ils sont pas venus. C'est un métier très, très, très prenant. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui sont dans des bureaux, comme tu dis, des employés de bureau, qui rêvent de changer de métier, de sortir de la défense, ou sortir de ces métiers de col blanc, de costard. Et ils se disent, moi, je rêve d'ouvrir un resto et d'arrêter d'être sur Excel tout le temps, etc. Ou un bar, certains veulent ouvrir un bar parce que c'est l'hospitalité, c'est recevoir des gens, c'est tes amis, ta famille, etc. Et en fait, je pense qu'ils minimisent beaucoup ce côté esclavage, entre guillemets, c'est-à-dire t'es jamais en vacances vraiment, en fait. T'as pas de week-end, t'es pas le soir en train de regarder Netflix avec ta femme et tes enfants. C'est un métier de concession. Mais après, faut aimer, c'est un métier de passion. Oui. Mais des personnes, moi par exemple, je préfère opérer dans un restaurant qu'être dans un bureau. Oui. Parce que c'est des métiers de, ça dépend si t'es plus manuel ou plus bureau. Oui. Tout au long de la chaîne, du développement de ma chaîne, je travaillais 16-17 heures par jour. Pourquoi ? Je voulais réduire la masse salariale. En fait, quand j'étais dans mon resto, je me disais dans ma tête, si j'ai 10 salariés, on a dit 1 million par exemple de chiffre, c'est 10 salariés. Bah forcément, je paye les gens, je réduis ma marge. Oui. Donc, il fallait, moi, je remplaçais 4 salariés. Donc, en fait, leur salaire chargé, ça représentait 10 000 euros, par exemple, par mois. Ça faisait 10 000 euros de plus de bénéfices. Ouais. Et donc, je faisais ça pour un peu draguer les banques, après, avec des bilans exceptionnels pour aller emprunter. Donc, tu passais certaines nuits sur place, quoi. Ouais, j'ai beaucoup travaillé. À refaire aujourd'hui, je sais pas si je pourrais le refaire, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que c'est un truc que tu peux pas refaire plusieurs fois, quoi. À 20 ans, c'est bien, mais pas à 40. Ouais, c'est clair. Et en revanche, si on passe, donc ça, c'est un seul resto, soit en propre, soit tu prends une franchise déjà existante. Exactement. On va parler de ça. Mais avant de parler de prendre une franchise, peut-être pour quelqu'un qui est dans l'autre extrême, qui veut lancer une franchise, il doit quand même commencer par cette case que tu as dit, c'est-à-dire commencer par le premier point. Oui, alors c'est un métier. Alors, pour en venir, quand tu as un seul restaurant, ton espérance de revente, parce que en fait, en France, on gagne de l'argent quand on revend son affaire. Dans la restauration, c'est ça le endgame ? Exactement, c'est pareil. Tu peux espérer le revendre quand tu es indépendant ou franchisé 4 à 5 fois le résultat. Le résultat. Exactement. Et pas le chiffre d'affaires. Non, le résultat. Donc, moins d'une fois le chiffre d'affaires. Exactement. Et ça dépend aussi de l'emplacement. Si l'emplacement est premium, tu peux vendre à 80% du chiffre d'affaires, etc. Et ça dégraisse. Donc, tu peux espérer revendre ton restaurant 500 000 euros. Okay. Entre 500 et dans les bons cas, 700. Exactement. Si tu arrives à le revendre. On est dans une situation actuellement où ça devient très difficile de revendre et ça devient un peu comme les États-Unis. Les gens préfèrent faire de la création que racheter des fonds de commerce. Parce qu'il faut savoir qu'en France, tu as la notion de fonds de commerce qui n'est pas dans tous les pays. Oui. Aux États-Unis, tu loues et après tu rends le bail et quelqu'un d'autre loue. Il n'y a qu'en France où il y a cette notion. Il y a une notion très particulière où c'est pas juste une adresse et une location. Exactement. Il n'y a pas juste le local. Voilà. Il y a un local et par-dessus, il y a ce qu'on appelle le fonds de commerce parce que les gens connaissent l'adresse, parce qu'ils viennent, parce que... L'achalandage, etc. Ouais, exactement. Donc, si tu vends, tu ne donnes pas le bail à quelqu'un d'autre seulement, tu donnes le bail plus un truc virtuel qui s'appelle le fonds de commerce. Mais c'est un superbe avantage français. Oui, pour ceux qui veulent revendre leur activité. Et il y a un deuxième avantage français. Quand tu as le fonds de commerce, tu es propriétaire, tu as l'avantage et la priorité pour le rachat des murs. Si demain ton bailleur veut vendre, tu es prioritaire. Tu peux préempter la vente, l'achat. Ok. Deux avantages français qui sont fondamentaux pour faire fortune. Qui protège celui qui a investi. Exactement. Parce qu'il ne peut pas dégager du jour au lendemain du local alors que les gens le connaissent maintenant, etc. Et qui peuvent te permettre de créer la richesse là-dessus. Oui. Mais la richesse espérée, c'est important qu'on le dise pour ceux qui écoutent, parce que beaucoup de gens n'ont pas du tout les chiffres en tête. Pour nous, c'est naturel, mais c'est que quand tu fais un resto, tu peux espérer peut-être 100, 120 000 l'année en marge pendant que tu l'opères, mais tu l'opères tous les jours de ton corps, quoi. Et un jour, tu espères le vendre, par exemple, à 500 000. Et là, tu t'es fait peut-être, sur plusieurs années, tu as mis de côté, et à la fin, tu as sorti, si tu arrives à le vendre, d'où l'emplacement, son importance, parce que tous les restos ne peuvent pas se vendre, mais ceux qui sont bien placés, rien que pour l'emplacement, pourront s'acheter. Parce que même si un mec veut juste prendre ta place, il est obligé de te racheter le fonds de commerce quelque part pour prendre ta place, non ? Exactement. Du coup, dans l'espoir de gain, de fortune, de patrimoine, c'est, on va dire, 700 000 au total sur plusieurs années d'investissement personnel. Exactement. Ok. Voilà. Et après, 700 000, tu les utilises dans des investissements... Enfin, tu fais fructifier ça après comme tu peux. Voilà. Si tu arrives à vendre 700 000. Si tu arrives à vendre. Là, on est dans le meilleur des mondes. Oui. D'accord, on est dans le meilleur des mondes, il faut que le branding, il faut que la marque elle soit bien, etc. Aujourd'hui, revendre un indépendant, ça devient très difficile. Et même des enseignes, tu as plein d'enseignes où les franchisés n'arrivent plus à vendre.
Oui, oui, D'accord. Parce qu'on arrive dans une génération d'entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils préfèrent créer que acheter. Si demain, par exemple, tu as une marque de street food, tu veux être franchisé, tu vas préférer prendre un local en location, louer, investir 250 000 dans les travaux et avoir ton affaire que racheter un fonds de commerce à 500 000. La plupart, ils veulent faire ça. On va parler un peu des kebabs parce que Anthony disait une anecdote qu'on avait regardée, c'était qu'à une époque, c'était un peu l'Eldorado parce que les gens ils faisaient tellement d'argent, ça date un peu, qu'ils se Qu'est-ce que tu disais, Anthony? Je sais pas si tu peut-être. Ok. Ouais. Non, il y avait en fait, moi, quand j'étais étudiant, je travaillais dans des kebabs. Et en fait, les jours de fête de la musique ou les grandes soirées, les samedis, etc., je voyais les patrons mettre l'argent dans des sacs poubelles. Tellement ça dégageait des profits énormes. Pourquoi tu dis que c'est une autre époque? Mais parce que avant, sur un chiffre d'affaires de 100, tu faisais 90% en espèces. Il y avait beaucoup de cash. Oui. Là, aujourd'hui, tu fais peut-être 30% en espèces. Et bientôt, on va arriver au Bitcoin. Les gens vont payer en Bitcoin. Donc, et en plus, il y a des frais maintenant à cause des cartes parce que c'est moins intéressant que le cash. Mais moi, j'ai entendu une anecdote qui disait qu'à une époque, le concurrent du McDo, c'était le kebab parce que tu avais le choix entre les deux dans n'importe quelle rue. S'il y avait trop la queue dans McDo, t'allais dans le kebab en face, quoi. Le McDo, il y a 20 ans, je crois, faisait 3 milliards de chiffre d'affaires en France et le kebab, c'était 2 milliards. Aujourd'hui, le McDo est à 6 milliards de chiffre d'affaires à peu près et le kebab doit être à peine 1 milliard parce que tu as plein de concurrents qui sont venus se greffer. Oui. Tu as les tacos, tu as les naan, tu as le burger style McDo, etc. Oui. Je dirais que toute la street food, c'est à l'alisé. Oui. Avant, pourquoi le kebab marchait autant? C'était le seul produit halal en réalité. C'était la seule alternative que tu avais. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, on va parler aussi du halal qui est un gros marché et tu as quelques prédictions sur ça. Et donc, si on parle maintenant de la partie franchise, donc celui qui veut se faire entre 500 000 et 700 000 dans les meilleurs des cas, mais vivre de sa passion et ne pas se prendre la tête beaucoup parce que c'est vrai que tu travailles énormément, mais d'un autre côté, tu n'as pas énormément de réflexion comme pour quelqu'un qui va créer toute une franchise ou une chaîne. C'est-à-dire, tu vas être franchiseur. Ouais. Là, si tu veux être franchiseur, tu espères. Là, c'en est dans le cas où tu espères beaucoup plus que 500K. Oui. Là, tu peux prendre 20 millions, 30 millions. Là, tu peux arriver à 20, 30 100 millions d'euros. Mais après, attention. Mais c'est un autre boulot. On n'est pas dans le même travail. Déjà, tu rien à regardes, voir. la plupart des franchiseurs aujourd'hui, dans la street food, c'est plusieurs associés. Complètement, ouais. Tu peux pas le lancer seul parce que c'est un gros projet. Tu peux, mais il faut mettre ta vie de famille et ta vie perso de côté. Oui. Moi, j'ai lancé seul. Ouais. Planète Sushi, Siben a lancé seul. Mais souvent, c'est des gens qui lancent avec des amis, qui, eux, ouvrent leur point de vente, etc. Ça demande beaucoup plus de travail et ça nécessite des fonds. Il faut travailler l'architecture du concept, il faut travailler les manuels des normes, les manuels de formation. Il faut prévoir à peu près 1 million d'euros. C'est un vrai concept que tu crées de A à Z pour les gens. Et donc, c'est un autre type de boîte, ça n'a rien à voir. La quantité de réflexion à mettre et de planification est grande. Le risque aussi est plus grand parce que si tu n'atteins pas un certain nombre de franchisés, bien sûr, ça n'a pas d'intérêt. C'est rentable à partir de 50 franchisés. Là, l'avantage d'être franchiseur, c'est quoi? La force, c'est quoi? Donc, il y a un investissement au départ d'1 million pour mettre en place tous les modules, etc. Et c'est pour ça, nous, on est en train de lancer des plateformes où ça va coûter beaucoup moins cher. Avec des pour réduire la barrière à l'entrée. Exactement. Par contre, une fois que tu es franchiseur, l'avantage, c'est qu'un franchiseur, c'est quoi? C'est faire travailler des personnes avec l'argent de ces personnes-là. Oui. Donc, tu portes plus ton risque financier. Parce que quand tu commences à ouvrir des restaurants à 300 000, tu en as 3, 4, ça va. Mais quand tu en as 10, il faut aller emprunter. Tu es à 3 millions de dettes. Après, tu t'endettes 10 millions. Ça, si tu veux faire ta chaîne en propre, ouais. Ça nécessite beaucoup de CAPEX. La franchise... Mais tu es rentable à beaucoup moins que 50 restaurants. Tu as besoin de moins. Alors, ça dépend. Moi, je dis souvent, un restaurant, c'est 100 de bénéfices, 2, c'est 50, 3, c'est 30. Ça réduit, parce que tu peux pas être partout. Ça diminue. C'est vrai que le revenu diminue par un nouveau resto que tu crées, mais en même temps, on sait tous que McDo, c'est pas vraiment un business de restauration, c'est un resto d'immobilier, parce que McDo achète à chaque fois tous les restos dans lesquels les franchisés vont faire leur point de vente. Leur point de vente, exactement. Et donc, en fait, ils ont fini par être un business d'immobilier parce qu'ils ont un parc immobilier, un des plus gros parcs immobiliers au monde aujourd'hui. Après le Vatican. Après le Vatican, exactement. Et donc, c'est ça qui constitue leur vraie richesse. Et quelque part, la restauration, c'était une excuse pour étaler un empire immobilier. Alors, une excuse qui rapporte aussi de l'argent, oui. Mais c'était notre cas. Nous, on a fait l'acquisition de 70 murs commerciaux en France. Ah ouais. Les murs, je disais souvent à l'époque à mes collaborateurs, je disais, vous fatiguez, les murs, ils se fatiguent jamais. Ouais. La différence, elle est là. Ils vont rester. Ils vont rester. L'avantage des murs, c'est que tu fais des multiples énormes. Des murs commerciaux, ils prennent de la valeur en permanence. Ah ouais? Puisque c'est sur le rendement. Exactement. C'est mieux qu'une habitation? Largement.
Ok. Tu es dans d'autres sphères financières. Mais ça dépend aussi de la location, de la Non, localisation. Je vais donner un exemple. C'est incomparable. Vas-y. Les explique. grandes familles de ce monde n'ont que des murs commerciaux, ils n'ont C'est presque vrai pas d'habitation. Regarde, si demain tu as un appartement qui vaut 2 millions à Paris, Oui. par exemple, cet appartement, tu vas le louer à peu près 3 000 euros par mois. Oui. Ok. Le rendement est. Très bas. Ouais. Tu vas être sur un rendement très bas Nul. de 2%. Un mur commercial qui vaut 2 millions, c'est un rendement aujourd'hui à Paris, à 6%, 7%, mais qui peut monter à 10%. Donc déjà, il va te rapporter, allez, même si c'est à 5%, il te rapporte 10 000. Mais si ton locataire demain est défaillant, Oui. il part, tu l'expulses. Déjà, l'expulsion, elle est plus facile que pour de l'habitation. Au lieu de mettre 4-5 ans, tu vas mettre 1 an ou 2. Oui. Parce que voilà, la justice est quand même lente. Oui. Par contre, quand il part, tu peux revendre le droit au bail. Oui. Donc quand tu revends le droit au bail, par exemple, 1 million, Ouais. si tu as un locataire qui part tous les 5 ans, tu peux empocher 1 million tous les 5 ans. Alors que ça n'existe pas du tout comme concept dans le. Dans l'habitation, ça n'existe ouais. pas. La différence, elle est là. Ok. Et le rendement est beaucoup plus important. Et il y a les murs commerciaux, il y a aussi après les entrepôts, enfin, il y a plein oui, de modèles. Oui, oui, oui. Ça, c'est un concept qui est un peu avancé quand même. Je pense que on apprend ça à beaucoup de gens qui regardent. Toi, tu t'es rendu compte de cette force de l'immobilier très tôt ou ça t'est venu en faisant? En fait, je m'en suis rendu compte dès que j'avais 21-22 ans parce que je sentais que quand j'étais locataire, je payais un loyer. Oui, Des fois, j'avais des difficultés, je payais le loyer en retard, je pouvais être expulsé. Donc, je sentais que je n'étais pas chez moi. oui, Donc, je me suis dit, tiens, dans les prochaines acquisitions, il faut que j'achète les murs. oui. Il vaut mieux avoir moins de restaurants, mais où je suis propriétaire des murs. Et ça, c'est quand c'est ton resto ou quand c'est un mec franchisé qui ouvre? Ça, c'est quand c'est... Alors, je l'ai fait pour mes restos, mais aussi pour des franchisés. J'ai acheté les murs que j'ai mis en location, je les franchisés. Ok, Tu sais, un fonds, il y a un homme d'affaires qui m'a toujours dit, j'étais très jeune, il me dit, un fonds, c'est du vent. ok. Demain, ton fonds de commerce, il coule, tu perds ton investissement. Oui, Les murs, c'est du solide. Tu ne clairement. perdras jamais les murs. Exactement. Et tu le vois dans tous les domaines aujourd'hui du retail. La plupart des entrepreneurs achètent les murs. Mais ça, c'est intéressant dans le retail, comme tu dis. Il y a beaucoup d'autres boîtes de bureaux, comme tu dis, où ça ne s'applique pas. Mais l'avantage du retail, c'est que comme tu as déjà besoin de ces locaux pour faire le travail, quelque part, l'activité, ça sert surtout à te rembourser ton crédit immobilier. Exactement. Il faut le voir comme ça, et c'est un changement d'état d'esprit quand on comprend ça. On se dit, OK, si j'ouvre, mais que la rentabilité est faible, c'est pas grave, parce qu'au final, je vais finir par avoir un local Exactement. dans mon patrimoine. Et en plus, les crédits, dans le commercial, c'est beaucoup plus court. C'est pas 20 ans, 25 ans comme dans l'habitation, Voilà. c'est du 15 maximum, je pense, 15 ans. Voilà, les murs commerciaux, c'est 15 ans maximum Ouais, en général. de crédit. Voilà, aujourd'hui, comme c'est un peu plus cher, tu peux aller à 20 ans. Mais après, tu peux aussi équilibrer tes bénéfices. C'est-à-dire, tu peux équilibrer ton loyer, et Oui. donc ça va équilibrer le bénéfice de ton activité. L'avantage, il est là. Genre, moitié tu loues et l'autre moitié tu possèdes, Voilà, tu achètes. Voilà. Donc la SCI, la foncière, a fait du bénéfice, mais aussi ton exploitation. Ouais. Et donc on parlait de à quel point c'était un gros projet de faire toute une franchise. Il faut que les gens comprennent que si c'est une franchise qu'on veut lancer, on doit cibler les 50 points. Parce qu'en dessous de 50, vu l'investissement qu'on parle, qui est après 1 million, qui peut être moins si on se forme bien tout seul et qu'on fait beaucoup de choses seul, mais entre les avocats, entre toutes les conceptions, l'architecture, etc., c'est à peu près 1 million, tu vas nous expliquer. Il faut atteindre ce chiffre d'or, un peu qu'on doit tous avoir en tête, de une cinquantaine, c'est bon, j'ai réussi. On n'a pas forcément réussi, mais c'est déjà pas mal. Si je prends le cas de 100, pour moi, une franchise qui a de la visibilité, c'est 100. C'est ce que j'ai entendu. Ouais. Quand tu as 100 restaurants, avec des restaurants qui font par exemple 1 million, sur lesquels tu prends 7% de royalty, donc la redevance qu'on prend franchisé, tu vas te retrouver à faire 8 millions 4 de chiffre d'affaires à l'année. Oui. D'accord ? Sur ces 8 millions 4, il y a 8 millions 4, c'est la somme des 7%. voilà, que qui remonte. Parce que eux, ils font 15, Voilà. ce que tu expliquais tout à l'heure, et toi, tu prends la moitié avec eux, tu partages le gain. Alors entre- avant les 15, on vient ponctionner les 7. Ok, Il en mais en reste théorie, eux, ils arriveraient à 15 un jour, et donc Voilà. c'est Exactement. Et donc toi, tu prends les 7 quoi qu'il, et ces Voilà. 7-là qui rentrent, ça fait 8 millions de chiffre d'affaires. Ça fait 8 millions. Tu fais 8 millions. Là-dessus, tu as la publicité, on va dire 2%. Allez, on va dire tu remets 2 millions, c'est dans la communication. Oui, C'est une obligation. Ouais. Et il te reste à peu près 6 millions. D'accord ? Sur ces 6 millions, en matière de franchise, je dirais que la rentabilité, c'est 50% à peu près. Un franchiseur qui gère bien. donc c'est déjà, on est 50%. dans une autre sphère que le Oui. resto qui fait 15%. Exactement. Là, tu es dans du 50%. C'est dans du 50. Dans du 50, donc sur 6, tu fais 3 millions de résultats. Mhm. Et tu peux valoriser, parce que c'est scalable. Donc, tu as un prévisionnel d'ouverture. Ok, Donc, je vais expliquer ça. Voilà. Ok. Tu peux valoriser, on va dire, à 10 fois le résultat, donc valoriser ton entreprise à 30 millions. Ça, c'est important parce que la valeur d'une société, les gens connaissent le résultat, c'est naturel, c'est la marge qui te reste à la fin de l'année, mais ils connaissent pas la valeur d'une société, c'est quoi. Donc la valeur, c'est quand tu vas la vendre,
combien quelqu'un va être prêt à te l'acheter Voilà. si tu trouves un repreneur. Voilà. Et selon le business, ça peut changer. Il y a des business qui font que 2 millions de chiffre d'affaires et qui sont valorisés à 20. Tu as des business qui font 20 millions de chiffre d'affaires et qui sont valorisés à 5. Oui. Et ça dépend dans quelle activité tu es, parce que les gens ne comprennent pas ça. Et donc, si tu es dans un resto simple, qu'on disait tout à l'heure, tu as une valeur de quelquefois le résultat. Donc, si tu fais 1 million, tu peux vendre à 500 000. Alors que quand tu es une franchise, si tu fais 3 millions de bénéfices, la valeur de la boîte, elle est à peut-être, tu disais 5 fois le bénéfice. Mais tu as la force de la 10 fois le franchise. bénéfice. Voilà, Ouais. tu as la force de la franchise. En fait, c'est scalable. C'est-à-dire la franchise, pourquoi ça vaut un peu plus qu'un restaurant? Parce que à chaque fois que tu as des nouveaux franchisés entrants, tu as comme un abonnement que tu vas rentrer tous les mois. Parce qu'on sait que la franchise sera beaucoup plus grosse dans 5 ans Voilà. qu'aujourd'hui, alors que le resto, on sait que c'est limité. Voilà. Donc celui qui te l'achète, il achète que 3-4 ans de bénéfices du resto, C'est tout. alors que la franchise, il se dit, OK, dans 3 ans, elle sera plus grosse, donc si j'achète 3 ans de bénéfices, c'est beaucoup plus que 3 fois le bénéfice d'aujourd'hui, quoi. C'est Exactement. peut-être 10 fois le bénéfice d'aujourd'hui. Exactement. Donc si j'arrive à 100 points de vente, Mhm. je peux espérer vendre 20-25 millions à ma franchise à quelqu'un d'autre, quoi. Exactement, 30 millions. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à reprendre des franchises pour les développer. Peut-être ils mettent beaucoup plus de cash, eux. Et c'est quoi la logique d'un mec qui te rachète ta franchise Consolider un marché. Alors, il Ok. peut y avoir plusieurs logiques. Alors après, c'est très complexe, mais si on prend les gros franchiseurs français aujourd'hui, je ne peux pas citer le nom, mais leur logique, donc il y en a, hein, le numéro 2 de la restauration rachète aujourd'hui des groupes. La logique peut être de dire aux franchisés actuels qu'il a d'ouvrir des magasins, des nouvelles franchises entrantes dans le groupe. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Si toi, par exemple, tu as une franchise, tu as 100 franchisés en France, tu es Oui. franchiseur, une franchise de burger, tu rentres une franchise de poulet avec 20 restaurants, tu peux leur dire, bah, tenez, ouvrez la franchise de poulet à côté de votre franchise de Oui. burger. Tu leur donnes plus un panoplie de Exactement. concepts qui est plus large. Voilà, on est dans une histoire de panoplie. Et certainement, tu vas aussi centraliser certaines choses, certains coûts, et donc ça te coûtera moins cher d'opérer la Voilà. franchise de ta franchise que si toi, tout seul, tu le fais. Exactement. Toi, tu connais bien ce sujet de reprise, Oui. parce que tu t'es positionné sur plusieurs chaînes. Après la revente de ta chaîne, tu t'es demandé plusieurs fois si je reprends telle ou telle. Tu avais une opération qui allait se faire ou qui s'est faite ou qui s'est pas faite sur Quick. C'était quoi ta logique, toi? Bon, En quoi moi, ça t'intéresse? moi, mon but au départ, c'était de consolider un groupe autour de la restauration street food halal. D'accord? Parce que le marché est énorme, il est là et personne s'en occupe. Quick, je me suis positionné en 2021 et on a proposé 230 millions d'euros. D'accord? Personne ne voulait de cette marque. La plupart des fonds français que j'ai rencontrés, ils m'ont dit c'est une marque morte, plus personne n'en Parce qu'ils veut. n'ont pas d'espoir qu'elle reprenne. Donc il y a Non. Burger King qui est venu en France. Ouais. Il a racheté une partie de Quick. Voilà. Il a racheté tout Quick, il a transformé sur 500 restos, il en a transformé 350 en Burger King, 50 qu'il a vendus et 100 qu'il a revendus en Quick, avec la marque Ah oui. Quick. D'accord. Les fonds français disaient que l'avenir de la street food, c'est exquis et Cogent. D'accord. Moi, je leur expliquais que ça, c'est Paris C'était leur 16, vision. c'est leur vision, mais c'est pas la province. Parce La que France, c'est leur pas que point de Paris. vue de Paris 16. Exactement, Ouais. ils sortent des bureaux dans le 8e, il n'y a Oui. que Esqui et Cogent. Bon. Et donc, on a eu du mal à lever, mais à la fin, on a levé 230 millions, il n'y avait pas d'acquéreur, et à la fin, malchance pour nous, il y a un fonds américain qui a acheté, qui a proposé une dizaine de millions de plus. Mais américain. Ouais, Donc il y avait c'est une américain. vision beaucoup plus terre à terre, quoi. Voilà, ils sont plus pragmatiques, Oui. si tu veux. Ils ont une vision, ils savent ce qui se passe et ils s'adaptent au marché. Ça, c'est un avantage quand on vient pas du 16e, de dire, moi, je comprends mieux certains marchés que le gars du 7e ou je sais pas quoi ne comprend pas. Et donc, je n'aurai pas de concurrence de ces mecs-là. En fait, ce que comprend pas le financier du 16e, c'est que le fast-food, c'est quoi? C'est fast. Moi, je crois pas au fast-food light, healthy. Ça doit être gras parce que pour les gens qui ont des moyens limités, c'est un moment de plaisir. C'est quoi le fast-food? Quand je vais chez Quick ou chez Ça McDo, peut pas être fade, quoi. voilà, et que je gagne 1500 euros par mois, c'est mon moment de plaisir avec ma famille. Donc, il faut Je que vois ça ce que tu soit veux dire. gras. J'ai pas envie de, tu vois... Le goût, il est dans le gras. Il Le n'y a goût pas de est dans le secret. gras, ouais. Mais juste, Exquis, tu as parlé d'eux. Je pense qu'ils Ils sont en faillite. sont en faillite. Oui. Ce qui c'est incroyable. Donc, c'était un peu le pari des fonds français à l'époque. Et aujourd'hui, ça s'est révélé être un mauvais pari. C'est la raison pour laquelle ils sont mal, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire que le concept même d'être healthy dans le fast, c'est un peu contradictoire, quoi. Les fonds français, ils ont fait totalement fausse route dans la restauration en France. Déjà, perdre une marque comme Quick, c'est une À erreur. des étrangers. Voilà, c'est Ouais. une erreur de débutant. Monumental, ouais. Il y a un marché. Pour moi, Quick, il y a un boulevard. Alors, pourquoi j'ai voulu reprendre cette marque? De un, j'aime le produit. C'est-à-dire, Oui. au-delà du fait que ça soit halal, le produit, Oui. on a chacun nos goûts ici. Hein. Je préfère le Giant au Big Mac ou chez Burger King. Moi, j'adore le produit.
On a grandi avec. C'est vrai. Et en plus de ça, c'était sur une thématique halal. Donc j'avais une vision mondiale pour Quick. D'accord. Et c'est pour ça. Parce que McDo n'a pas de halal. Donc il y a énormément de gens qui sont dans la demande halal qui s'empêchent de prendre McDo parce qu'ils ne peuvent pas. Enfin, ils prennent fiche, etc. Et donc, il n'y avait pas de grosses chaînes jusqu'à récemment, à part Quick, qui faisaient du halal burger. Donc, mais tu te rends compte, on est dans le seul pays au monde où tu as des chaînes comme Point B et J'ai la dalle qui copient les menus de McDo. C'est le seul pays au monde où il se passe ça. Pourquoi mais tellement la communauté musulmane qui mange halal est frustrée de ne pas pouvoir se manger un Big Mac chez McDo. ouais. Tu sais, avant, ils attendaient d'aller au Maroc pour aller chez McDo ou aller, tu vois, dans des pays en Égypte et autres où c'est halal. Donc il y a une frustration de la part de cette communauté. Et Donc, pourtant, il n'y a pas de pari qui est fait par les grosses chaînes type Burger King et McDo sur le halal. je pense on est quand même dans un pays qui est un peu divisé politiquement. Ils ont peur de perdre une clientèle que ça dérangerait de manger halal. Donc en fait, c'est un peu l'un ou l'autre. Ils ne peuvent pas avoir les deux mondes. Faut choisir. Faut choisir. Mais ça laisse de la place pour des acteurs comme... Exactement. Et donc Quick, depuis qu'ils ont été séparés, donc les points de vente qui ont été séparés de Burger King et qui ont fait le tournant du halal, quelle a été la perf de Quick depuis? Est-ce que le fonds américain qui a placé plus que vous, finalement, Alors, tu a vas bien halluciner. Ça valait 240 millions il y a 3 ans. Aujourd'hui, ça vaut 800 millions. Waouh, Plus c'est une grosse start-up. plus grosse plus-value de l'histoire de la restauration, je pense, en France. C'est mieux que du software, quoi. Ouais. Énorme, mais je pense que ça en a encore sous la pédale, c'est le début. Il y a 150 Quick en France pour 1600 McDo. 150 Quick qui font que ça vaut 800 millions. Exactement. C'est quoi la logique? Pourquoi C'est 800 millions, c'est les bidas de l'entreprise. Donc Oui. Quick, ça doit faire 400 millions de chiffres et 80 millions de résultats. Et donc un T'es à Quick, 10 il fait fois le combien de... Moyen, je pense 3 millions 2, 3 millions 3. Ah ouais. Mais c'est pareil qu'un McDo et un Burger King. Ils font à peu près le même chiffre Mais d'affaires. c'est beaucoup mieux que la moyenne que tu nous citais tout à l'heure d'un resto qui fait 1 million. Ah ouais, les autres de la street food, nous par exemple, Nabab à l'époque, notre chiffre d'affaires moyen c'était 1 million. Oui. Enfin, tout ce que tu vois, c'est beaucoup plus bas. Les Paul, les brioches dorées, etc., c'est 1 million. C'est 1 million. Le chiffre Donc d'affaires c'est moyen, exceptionnel, 3. c'est les meilleurs. Les C'est les burgers, meilleurs. c'est numéro 1. 3-3. Et après, tu as le poulet, comme KFC, etc., Oui. où ils sont à 2 millions, Oui. chiffre d'affaires moyen. Et après, tu as Le tous reste. les autres. Voilà. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que il y a beaucoup plus d'ingrédients dans les autres, c'est moins standardisable, c'est moins simple à faire, ou est-ce que c'est la demande qui fait ce chiffre? Le fast-food a été inventé par le burger. Le Oui. burger sera toujours devant. Quoi qu'il en soit, le burger sera toujours... Regarde le nombre de chaînes de T'as burgers raison. que tu as. Aujourd'hui, si on prend le cas, tu as McDo, Burger King, Quick, Steak C'est vrai, and c'est Shake, comme, Five Guys. c'est comme quand tu cherches des puits de pétrole, tu tombes en premier sur le plus gros. Voilà. Parce que tu as plus de chances de le trouver, c'est le premier, c'est le plus gros. Et après, tu commences à trouver les plus petits. Et donc, naturellement, ils ont beaucoup moins de chiffres que le burger, quoi. Mais même dans les brasseries, il y a à la carte, il y a du burger. Oui. Dans les restaurants, le burger s'est est imposé. partout. Et je pense que le burger, c'est 25% de la restauration rapide en France. en termes Alors de qu'il chiffre était à d'affaires. 50. Maintenant, il baisse un peu ou... Non, ça continue Non, à pas du croître. tout. Ouais, ça continue à croître. Oui, tu as dit que McDo est passé à 6 milliards maintenant. Juste McDo, 6 milliards. Si tu en prends France. McDo, Burger King, Quick, avec les autres, tu vas peut-être être à 10 milliards de chiffre d'affaires burger. Ok. Qui atteint 10 milliards? Personne. Le marché Oui. du poulet, peut-être qu'il est entre C'est KFC et énorme. Popeyes, il est peut-être à 1 milliard, tu vois. Ouais. Le kebab, 1 milliard. Le tacos, peut-être 500 millions, tu vois. Oui. Et si on parle des chaînes franco-françaises, les Paul, les brioches dorées, les pains quotidiens, c'est des concepts qui sont exportés. Alors, Dans tous les aéroports du Golfe, tu trouveras un Paul. Même dans les aéroports sombres d'Arabie Saoudite, tu descends et t'as un Paul. Paul, je pense qu'il gagne son argent aujourd'hui à l'étranger, très peu en France. Ah ouais. Brioche dorée, il est en grande difficulté aujourd'hui. Ok. C'est une enseigne qui doit se renouveler, sinon elle sera destinée à mourir. Et aujourd'hui, les Paul, les brioches dorées, les pommes de pain ont vu leur marché être pris par les Marie Blachère, les Anges, Ok. les Feuillettes. On va Pourquoi dire les boulangeries, sandwicheries des périphéries. Parce qu'ils sont mieux adaptés aux villes, ils sont adaptés aux périphéries, un peu comme McDonald's, qui est beaucoup en périphérie en province, et ils sont mis dans le frais. Si tu prends le cas de Marie Blachère, c'est du frais. Hmm. Hein, et donc, ça plaît beaucoup plus aux consommateurs qu'un pain au chocolat Surgelé. surgelé, réchauffé, etc. Mais c'est plus compliqué à faire du frais ou... Bah, je prends le cas de Marie Blachère parce que je connais bien cette enseigne. Ils sont super bien adaptés. Hein. Ils Ok. ont dupliqué du frais à travers la France et à travers 1000 points de vente, Waouh. qui est pour moi la plus belle réussite de la restauration française de ces 30 dernières années. C'est vrai que je pense que les Parisiens connaissent beaucoup moins Oui. parce que c'est en dehors de leur champ de vision, quoi. Mais aujourd'hui, ça cartonne beaucoup plus que ce qu'on connaît ici, comme Paul, etc., quoi. Le marché parisien, en France, il y a 70 millions. Paris et banlieue, c'est 10 millions, je crois, à peu près. Oui. Donc
On est à peine C'est 10% de la population. C'est comme nous, il y a beaucoup de gens qui pensent que sur Legal Place, la majorité des mecs qui créent des boîtes, c'est des start-upers. Ouais. Alors qu'en fait, nos clients, c'est une toute petite partie des start-upers parce que, à Paris, on pense que c'est le business, c'est ça, mais en fait, le business, c'est ce qu'on dit, la restauration, l'artisanat, les mecs qui font du freelance de Montpellier, de Toulouse, etc. Et Paris ne représente pas du tout l'ensemble du marché. Il m'a dit comment t'as appris à faire du business, c'est ça, à acheter des murs. Ouais, vas-y. Je pense qu'on n'apprend pas à faire du business, c'est inné. Alors moi, dans le business, c'est très marrant, je connais les trucs très compliqués, mais les choses simples, je sais pas faire. Par exemple, remplir une feuille d'imposition, je sais pas faire. Oui, Par contre, je sais faire des choses très complexes. oui. Tu vois. Bah, c'est plus important de savoir faire ces choses-là, quoi. Voilà, il y a d'autres Mais pour c'est- faire. J'ai pas les bases, on va dire. Oui, J'ai oui, oui. j'ai appris la difficulté. Oui, c'est vrai, t'as mais raison, pas les parce bases. que il y a beaucoup. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs sur Legal Place qui se prennent la tête à creuser le juridique, l'administratif, etc. Et ils veulent le maîtriser. Alors qu'en fait, il faut s'occuper de son concept, de son business, et laisser le reste pour ceux qui font pour toi la partie juridique. Et moi, je vois des gens qui se limitent à. Limite, ils repoussent la création de leur boîte parce qu'ils veulent savoir est-ce qu'ils font une SARL ou une SAS. Et en fait, je leur dis, mais vous pouvez le changer de façon. À un moment donné, Réussis ton concept. Si ton concept marche, c'est un problème de riche de se dire ah je suis un peu trop taxé, vas-y je change de forme de boîte, tu vois. Exactement. Et pourtant c'est un blocage psychologique. T'imagines pas combien de gens se bloquent. Donc c'est bien d'avoir un témoignage comme ça parce que ça a rassuré beaucoup de gens. De juste se lancer. En fait la première barrière pour les gens c'est juste qu'ils se lancent pas. En fait, le parfait n'existe pas, donc il faut déjà développer le fait. Exact. Et après, C'est on mieux se pose fait des que questions. parfait. Voilà. Exactement. Et donc pour rester sur la restauration française, tu parles un coup de maître du frais. Est-ce que c'était ça l'innovation principale, tu penses, qui a permis à cette chaîne de s'imposer dans... Pour moi, l'innovation, ça a été le frais, mais ça a surtout été l'implantation en périphérie, qui n'existait pas en France. Il y avait très peu de boulangeries en périphérie. C'est un peu le modèle de McDo. McDo, Oui, sur 1600 McDo, je pense que tu en as 1400 en périphérie. c'est incroyable. Tu vois, c'est le marché. Quand tu vas dans une ville de province, n'importe laquelle, dans quelle ville tu as l'habitude d'aller? Montpellier, on a des bureaux. Bah, tu vas peut-être avoir 6-7 McDo en périphérie. Pour Montpellier, 2 en centre-ville. Ouais, incroyable, ok. 2, tu en as un à la gare et un à la Comédie. Oui. Et c'est une des rares villes de cette taille-là qui a 2 McDo déjà en centre-ville. Parce que le centre-ville de Montpellier est très dynamique. Ah oui, il y en a d'autres où tu en as peut-être un. Un seul. La plupart des villes de province, c'est un seul McDo en ville. Ok, et ça, les chaînes de type Paul, etc., c'était l'inverse. C'était vraiment dans les villes. Villes et centres commerciaux. Et il y a une baisse de fréquentation dans les centres commerciaux Ah oui. qui fait qu'ils souffrent aujourd'hui. Ok, et dans les chaînes françaises, pour finir, qui cartonnent aujourd'hui, que tu as trouvé particulièrement intelligentes, est-ce que tu en as d'autres exemples comme ça Non, moi, les chaînes vraiment que j'adore, pour moi, qui peuvent encore aller très loin, c'est Quick, c'est dans le burger, c'est Marie Blachère autour de la boulangerie, un exemple. Hein, les chaînes pour lesquelles moi j'ai de l'affect. Et les nouveaux concepts, les mecs qui veulent se lancer dans le, je sais pas, dans le Pokéball ou dans les trucs... est-ce que c'est risqué parce que c'est des modes qui passent? On connaît pas la taille du marché final. Peut-être que ça sera juste une micro-partie du marché. Tu seras jamais au même niveau. Oui. Tu sais, Ouais, mais t'as pas de concurrence. T'as pas de concurrence, mais il faut vendre vite. C'est comme là, en ce moment, il y a la mode du coréen, il y avait la mode avant, je sais pas, du vietnamien. Mais il y a un moment, quand les gens ils déjeunent à travers la France, c'est burger, pizza, kebab et du pain et du sandwich. La base de la restauration, de l'alimentation, c'est ça. Donc il faut prendre une de ces grosses niches et avoir une innovation particulière, soit être halal, soit faire de la ruralité, parce que les grosses chaînes sont pas dans... Donc c'est ça que si moi je suis un Français qui veut lancer une franchise et je suis ambitieux et je veux vendre à 20 millions à un moment, c'est ça le conseil que tu donnerais? Le conseil, c'est ça, et aller sur des business à forte marge. Je donne un exemple, moi je crois beaucoup au café, donc on peut le faire sous toutes les formes, mais je crois au business, parce que ce qui tue un concept aujourd'hui, c'est la marchandise qui est très chère. Il y a une inflation forte des matières premières, donc il faut aller chercher de la marge. Donc j'ai de l'admiration, tu vois, ce matin j'étais au Luxembourg, je prends un café, il est quand même à 6 euros. Donc un cappuccino à 6 euros. Donc là, tu te dis... Le chocolat aussi a explosé à un moment cette année. Il y a eu des... Ouais. Mais là, ils te vendent du lait, du café 6 euros. Ça lui revient peut-être à 50 centimes. Il marge à 10. Oui. On est presque au prix d'un menu chez McDo, le menu étudiant, qui est à 5-6 euros. Tu vois. Et donc, quand tu penses café, tu penses quoi? Tu penses chaîne Bah, je trouve que, à part Starbucks et qui est en difficulté un peu en France aussi, il faut le savoir, il y en a très peu qui ont su se démarquer autour du café. Oui. Alors que c'est un très gros marché, normalement, le café. Celui qui arrive, il y a un gros marché parce qu'il y a des très belles marges. Et toi, tu t'inspires de qui quand tu veux... Imagine, tu reprends Quick demain.
Est-ce qu'il y a des chaînes dans le monde qui t'inspirent dans leur façon de faire le marketing? Parce que c'est un gros sujet, le marketing, celui qui est franchiseur, c'est lui qui gère le marketing, c'est lui qui établit la marque pour que les gens se disent « Ok, ce mec-là fait un très bon travail en marketing, donc j'ouvre une franchise, j'ouvre un point de vente. » Alors moi, ma chaîne de burgers préférée dans le monde, c'est Salt à Dubaï. Ok. Je sais pas si tu connais. Non. J'aime beaucoup CALT. Je trouve que le burger est délicieux. Je sais pas ce que ça donnerait en France. Ensuite, aux États-Unis, au niveau du marketing, bon, tu as plein de chaînes qui se marketent, Chak Chak, Oui. mais ça dépend. Et Après. sur quoi ils innovent ces gars-là? Est-ce qu'ils innovent sur le... Est-ce que c'est important d'avoir un bon produit? Ouais. Ou est-ce que c'est tout, genre si j'ai un très bon burger, le reste va se faire tout seul, le marketing se fera, même si je suis un nul en marketing. Ou est-ce qu'il y a des chaînes, c'est un produit mangeable, mais c'est surtout qu'ils ont créé une image... Je pense que ça dépend de qui est le client, de la génération. Tu vois, les gens qui ont 15-20 ans aujourd'hui, je pense qu'ils mangent plus le marketing que le produit. C'est mon point de vue. Ceux qui ont peut-être 30-35, ils vont plus faire plus attention exigeants au produit. sur le goût, ok. Exactement. Tu sais, MrBeast, qui est le plus gros influenceur au monde aujourd'hui, YouTuber, avait lancé... Donc il s'est dit, voilà, j'ai une marque énorme, tous les gens me connaissent maintenant, je dois rentabiliser ça parce que c'est pas les frais YouTube, c'est pas YouTube qui va me payer en milliards. Donc il a créé une chaîne, sa première idée c'est une chaîne de burgers. Donc il a fait un point de vente. Le premier point de vente, il y avait 100 000 personnes en attente. Ils ont dit, il a fait des posts, revenez chez vous, on n'arrive plus, les rues sont fermées. Ça fait encore plus de gens qui sont venus. Mais ça a flop total parce que le produit, parce qu'il a cherché un fournisseur en marque blanche de burger où il met juste la marque de MrBeast dessus. Et en fait, le fournisseur était nul. Enfin, il n'a pas réussi à trouver un produit qualitatif parce que je pense qu'un mec qui sait faire des burgers va pas le vendre à MrBeast, il va faire sa propre chaîne, tu vois. Exactement. Donc il s'est rabattu sur le chocolat et finalement le chocolat a marché parce que le chocolat, t'as pas besoin de... Enfin, c'est plus facile de maîtriser la qualité chocolat, etc. Que développer des chaînes. Non, mais quelqu'un comme MrBeast, il aurait dû s'adosser à une chaîne déjà. À prendre départ peut-être dans une chaîne existante qui marche déjà. Ou à racheter une chaîne, c'est pour des moyens qu'il Oui, a. oui. Et il y a déjà la productivité qui est en place, il y a déjà tout, parce que c'est du Ça boulot. tourne déjà, ouais. Tourne. Partir de 0 et monter à 100, tu mets du temps. Mais Oui. partir de 80 aller à 100, c'est plus rapide. Oui. Et là, je pense que ça aurait été une réussite. Ouais, je pense qu'il a été gourmand en disant je veux avoir une énorme partie de ce que je lance versus prendre 20% avec un mec qui sait tout faire déjà. Mais au final, ouais, ça n'a pas marché. Ça montre que c'est pas évident. Tu peux pas te réveiller et dire je fais une chaîne burger, même si t'es MrBeast. C'est une gestion humaine énorme. C'est énormément de travail. Énormément. Et même la qualité du burger pour sortir un produit de qualité. Ouais, c'est énormément de travail. Ok, et c'est dans les coûts de 1 million là dont tu parlais, c'est quoi la partie du laboratoire du produit, tu vois, comment sortir Le c'est quoi, laboratoire, il coûte pas cher parce que tu fais des tests dans un site pilote qui existe, dans un restaurant. Mais c'est toi, tu prends un chef, c'est toi, comment tu... Alors nous, on n'a jamais pris de chef. Le chef, je pense que c'est plus du marketing qu'autre chose. On sait, quand on est du métier, qui fait le meilleur poulet, qui fait le meilleur pain, etc. C'est un petit monde. Nous, par exemple, à l'époque de Nabab, on achetait, c'était de la viande française, de la haute cuisse de poulet française. Alors il me disait Hakim, t'es dingue, au service achat, on achète la cuisse de poulet la plus chère. Elle venait de Bretagne. D'accord ? Et elle se montait en broche en Allemagne. Mais parce que quand tu as la qualité produit au départ, après, tu as un bon produit. Oui. Mais ça en vaut pas forcément la peine. Là, je voyais une émission sur une chaîne de street food qui disait on achète le poulet le moins cher. Pour moi, ça en vaut pas la peine parce qu'avec les épices et autres, le client ne fait pas la différence. Oui. C'est pas ceux qui ont Je les vois. meilleurs produits qui marchent le mieux aujourd'hui. Oui. Mais quand tu décides qu'est-ce que tu doses, est-ce que tu mets telle sauce en plus, est-ce que tu mets, je sais pas moi, des choux dans ton kebab, etc. Qui fait ces décisions-là? C'est vraiment le mec qui crée la... Ouais, c'est quand on fait les menus, mais on Ouais. fait les menus et après en fonction des ventes. Tu regardes ton top vente et là tu t'adaptes, etc. renouvelles. Voilà, Ok, donc il y a une période un peu d'exploration où tu es en train de trouver ton meilleur produit. Ouais, mais ça sert à rien de trop innover. Tu prends le cas de McDo, tu Ok. vois pas, ils remettent toujours la même chose. Tous les Oui. ans, ils te ramènent le 280 ou Oui. le double cheese. Toujours, ça fait 10 ans, c'est la même chose. Ils inventent rien de nouveau. Mais eux, ils ont déjà leur Big Mac. Oui. Mais pour trouver le premier Big Mac pour un burger, Oui. euh, Celui-ci, genre pour trouver ton produit phare dès le début, c'est une itération d'1 an, de 6 mois. Combien de temps ça te prend pour... mais non, mais y a pas, tu sais, il n'y a pas de produit phare, on n'invente rien. Nous, à la base, le kebab, c'est du kebab standard. Oui. Si tu prends brioche dorée ou Paul, le plus vendu, je pense, c'est le sandwich thon œuf, c'est du standard. Oui, c'est du standard. C'est du standard. Hein. Ouais. Donc finalement, pour réussir une chaîne, il n'y a pas que la qualité, il y a la qualité du produit, mais si tu fais du standard avec de la bonne matière, tu peux t'en sortir. Mais c'est tout le reste qu'il faut réussir. Il y en a même avec de la mauvaise matière, ils s'en sortent. Tu peux pas me dire quand tu achètes un Paul dans un aéroport que c'est bon. Non, c'est vrai.
t'achètes Paul. Ouais. T'achètes pas le sandwich, t'achètes la marque. Et donc, toi, Quand tu bois un café chez Starbucks à 5 euros, moi, j'ai jamais Non, oui. trouvé le café bon. en plus, ils mettent de plus en plus de sucre maintenant parce qu'ils ont remarqué que les gens demandaient du sucre. Tu Et vas ça dans devient... le petit café d'à côté qui est à l'indépendant, il va te mettre un bon café Illy, il va être 10 fois moins cher et c'est bon. Oui, C'est oui. juste que les gens achètent la marque. On Et achète donc, la le marque. franchiseur qui crée une franchise doit réussir son marketing. Le marketing, c'est le plus important. La franchise, c'est comme le luxe. On achète l'appartenance. Quand quelqu'un achète un sac Hermès à 20 000 euros, c'est pas le sac, c'est l'appartenance. J'appartiens à quel niveau social? Et je pense que c'est exactement la même chose pour la franchise. C'est Et- question de dire à leurs amis, tiens, j'ai mangé chez McDo, voilà, je fais partie du truc, quoi. Et donc, le mec qui veut lancer ça, est-ce qu'il doit être très bon marketing? Il doit s'inspirer? C'est comment tu... Souvent, il faut 4 associés, peut-être, un très bon en marketing, un très bon en opération, un très bon en développement, Oui. voilà, et un bon en animation de réseau. Ouais, donc c'est pour augmenter les chances de réussite, Exactement. si tu chopes un mec qui est vraiment bon, qui a déjà fait du marketing dans le passé, et qui a des idées fraîches sur ça, Exactement. tu l'associes, Voilà. tu as plus de chances que ça marche, quoi. Exactement. Le marketing est très important aujourd'hui. Et c'est quoi les dépenses pour finir, pour que les gens sachent? Sur le 1 million, tu mets combien en marketing initial? Parce que après, c'est tous les ans, tu dois mettre. Hein, le marketing, c'est pas. Sur le million de départ, quand tu Oui. lances ta franchise, il faut peut-être prévoir 200 000 euros. Hein. Oui. Ouais. Et 200 000, tu les mettrais sur des canaux marketing particuliers? Oui, alors aujourd'hui, les réseaux sociaux, Oui. aujourd'hui, les réseaux, et tu as 2 marketing en plus. Tu as le marketing B2B et Oui. B2C. Tu Un dois aller marketing chercher pour les le franchisés. grand public qui Voilà, achète voilà. et pour ceux qui ouvrent des points de Exactement. franchise. Et peut-être aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ceux qui sont très malins et qui arrivent à faire du buzz sur les réseaux sociaux sans trop de dépenses, peut-être qu'ils ont un avantage. Parce que j'ai rarement vu encore une chaîne qui explose dès le début via les réseaux sociaux. C'est encore nouveau, c'est encore trop. Ah ouais? Ouais. Ok, tacos. Le tacos, très fort, ils étaient très forts dans les réseaux Ouais. sociaux, ils étaient précurseurs. Moi, je dis souvent au tacos, c'est pas vraiment une réussite produit, parce que le tacos lyonnais, ça existait depuis longtemps, c'était une réussite réseau social. Ok, Ils ok. ont été très bons sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, la moyenne pour développer une marque, c'est 10 ans. Ok. La plupart qui atteignent 100 points de vente, ils mettent 10 ans. Et comment Ok. ça se passe la franchise? Au début, tu ouvres, c'est tes potes qui vont ouvrir les premières franchises, c'est ta famille. Donc les 10 premiers sont souvent faits par les proches, Oui. avant d'aller séduire des franchisés externes. Moi, je suis un mec de l'ancienne génération, donc moi, je faisais quoi? J'avais une rue à Tours, je commençais à Tours, où il y avait plein de kebabs à 5 euros. Bah, moi, je vendais les kebabs à 2 euros. Et donc, je les vendais à 2 euros, il me revenait à 1 euro le kebab, j'ai fait fermer tous les concurrents et à la fin, je les ai rachetés. Mais c'était une autre génération, on distribuait des flyers. Je mettais 10 jeunes filles qui distribuaient des flyers. Mais c'est des techniques qui vont remarcher ça parce C'était à que l'époque, quand, quoi. quand tout le monde va être sur les réseaux sociaux, Ouais. celui qui fera des trucs street marketing, Ouais, je faisais que ça. ça va redevenir, je pense, à l'heure du jour ce type de. Donc après, maintenant, ça va plus être, tu as vu, quand ils ouvrent des restos, sur les réseaux, ils mettent les 100 premiers offerts, Oui. les 200 premiers offerts. Bon, après, tu as plein de chaînes. Le premier jour, c'est offert, c'est rempli. Le deuxième jour, il n'y a personne. Hein. Oui, oui. Donc après, il faut Oui, regarder oui. aussi. Très cool. Écoute, c'était un plaisir de te recevoir. Pareil. On fera peut-être d'autres épisodes pour si la communauté en commentaire nous dit que c'est des sujets qu'elle veut développer, avec plaisir. Quand la formation sort, tu annonceras ça. Donc ceux qui veulent vraiment développer ça et réduire au max le coût de création de leur truc, c'est Voilà. ce que tu promets avec ta prochaine. Il y aura 2 formations. Il y aura une formation comment ouvrir ton restaurant comme une franchise pour Oui. 50 000 euros. On réduit les coûts. Et une formation qui n'est pas grand public, mais pour les franchiseurs. Quelqu'un qui a son restaurant, qui veut devenir franchiseur, il aura le pack tout inclus pour être franchiseur. Et ça comprend quand même 12 000 pages de modules. Hein. Ah ouais. C'est très lourd. Ouais, ouais. Mais il y a tout. Mais il y a tout le savoir. Bah, écoute, beaucoup de valeur pour ceux qui nous écoutent. Merci d'être là, Hakim. Merci à toi, Racine. À bientôt.